Architecture client-serveur et la répartition d'une application en 3 niveaux d'abstraction. La première couche est la couche de présentation, encore appelée IHM, pour interaction en machine. Cette couche permet l'interaction de l'application avec l'utilisateur. Elle gère les saisies au clavier, les actions avec la souris et la présentation des informations à l'écran. La deuxième couche est la couche applicative. Elle regroupe deux types de traitements. Les traitements locaux, qui sont les contrôles effectués au niveau du dialogue avec l'IHM. Ils assurent la cohérence des informations entre la couche présentation et les traitements globaux. Les traitements globaux représentent la couche métier de l'application. On parle parfois de logique métier ou business logic, qui recouvre les traitements des règles internes qui régissent une entreprise donnée. La dernière couche est celle des données, ou plus exactement celle de l'accès aux données. Elle regroupe l'ensemble des mécanismes qui permettent la gestion des informations stockées par l'application. Ces trois niveaux peuvent être imbriqués ou répartis de différentes manières entre plusieurs machines physiques. Le découpage et la répartition d'une application permettent de distinguer les architectures applicatives suivantes. L'architecture 1 tiers, l'architecture 2 tiers, l'architecture 3 tiers et enfin les architectures N tiers. Dans la séquence suivante, nous verrons ce qui a conduit les architectures 1 tiers à se scinder en 2 tiers. Dans une application 1 tiers, les trois couches applicatives sont intimement liées et s'exécutent sur le même ordinateur. On ne parle pas ici d'architecture client-serveur, mais d'informatique centralisée. Dans un contexte multi-utilisateur, on peut rencontrer deux types d'architecture mettant en œuvre des applications 1 tiers. Des applications sur site central et des applications réparties sur des machines indépendantes communiquant par partage de fichiers. Dans les années 70, les applications sur site central furent les premières à proposer un accès multi-utilisateur. Dans ce contexte, les utilisateurs se connectent aux applications exécutées par le serveur central, le mainframe, à l'aide de terminaux incapables de réaliser la moindre tâche. C'est le serveur central qui prend en charge l'intégralité des traitements, y compris l'affichage, qui est simplement déporté sur des terminaux passifs. Avec l'arrivée dans l'entreprise des premiers PC en réseau, il est devenu possible de déployer une application 1 tiers sur plusieurs ordinateurs indépendants. Dans ce contexte, plusieurs utilisateurs se partagent des fichiers de données stockés sur un serveur commun. Le moteur de base de données est exécuté indépendamment sur chaque poste client. Comparatif de ces deux architectures, avantages et faiblesses. Le serveur central, le mainframe, bénéficie aujourd'hui d'une large palette d'outils de conception, de programmation et d'administration ayant atteint un niveau de maturité et de fiabilité qui lui permet de soutenir la comparaison avec des solutions beaucoup plus modernes. La centralisation de la puissance sur une seule et même machine permet une utilisation optimale des ressources. Ces architectures exploitent exclusivement une interface utilisateur en mode caractère, jugée obsolète par les utilisateurs, qui veulent une convergence d'interface entre la bureautique et le système d'information de l'entreprise. L'ergonomie des applications mises en œuvre, basée sur celle des outils bureautiques, est très riche. Lors de l'exécution d'une requête, l'intégralité des données nécessaires doit transiter sur le réseau et on arrive vite à saturer ce dernier. De plus, il n'est pas rare de rencontrer des conflits lors de la consultation ou de la modification simultanée d'un même enregistrement par plusieurs utilisateurs. Ces conflits peuvent altérer l'intégrité des données. Enfin, il est difficile d'assurer la confidentialité des données. Il a donc fallu trouver une solution, conciliant les avantages des deux premières, la fiabilité des solutions sur site central, qui gèrent les données de façon centralisée,
et l'interface utilisateur des applications sur les ordinateurs modernes. Pour obtenir cette synthèse, les applications ont été scindées en deux parties distinctes et coopérantes. Gestion centralisée des données et gestion locale de l'interface utilisateur. Ce type d'application est un client-serveur de données, aussi appelé client-serveur de première génération. Elle met en œuvre une architecture 2 tiers. Ainsi, dans les années 80, simultanément à l'apparition de ce type d'architecture, est né le concept du client-serveur, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le modèle client-serveur met en œuvre une conversation entre deux programmes. Le client est un programme qui permet, entre autres, de soumettre des requêtes à un ou à plusieurs serveurs. Le serveur est également un programme qui tourne sur un ordinateur dans le seul but de répondre à des requêtes de logiciels tournant sur d'autres ordinateurs. Par extension, on parle de machine serveur. Entre le client et le serveur circule un flux de données. Ces données sont échangées en utilisant des canaux de communication. Le plus souvent, ce sont des sockets. Les sockets sont des canaux de communication virtuels fiabilisés, permettant la communication point à point entre processus afin de permettre à des processus de communiquer au-dessus du protocole IP. Au niveau du développement de l'application, l'utilisation de sockets permet de faire abstraction du transport des données. L'ensemble des couches réseau et des couches services qui permettent le dialogue entre les différentes applications réparties est appelé plateforme répartie ou, plus communément, middleware, littéralement élément du milieu. Ce dialogue se base sur un protocole applicatif commun défini par l'API du middleware. La plateforme répartie, le middleware, est l'interface de communication haut niveau entre les processus. Elle représente véritablement la clé de voûte de toute application client-serveur. L'objectif principal du middleware est d'unifier, pour les applications, l'accès et la manipulation de l'ensemble des services disponibles sur le réseau, afin de rendre l'utilisation de ces derniers presque transparente. Dans une architecture 2 tiers, encore appelée client-serveur de données, le poste client se contente de déléguer la gestion des données à un service spécialisé. Ce type d'architecture offre une interface utilisateur riche, des données centralisées et est efficace pour un nombre réduit de clients. Mais il a aussi ses limites. Le problème du client dit obèse ou fat client. En effet, on ne peut pas soulager la charge du poste client qui supporte la grande majorité des traitements applicatifs. Une autre limitation est que chaque intervention engendre un coût important, en particulier pour la mise à jour des applications clientes. De même, la relation étroite qui existe entre le programme client et l'organisation de la partie serveur complique les évolutions de cette dernière. Enfin, la conversation entre client et serveur est assez bruyante et s'adapte mal à des bandes passantes étroites. La croissance du nombre de clients est limitée car les performances se dégradent et la base de données est en surcharge. Pour résoudre les limitations du client-serveur de tiers, tout en conservant ses avantages, on a cherché une architecture plus évoluée, facilitant les forts déploiements à moindre coût. La réponse est apportée par les architectures 3 tiers. Tous ces niveaux étant indépendants, ils peuvent être implantés sur des machines différentes. De ce fait, le poste client ne supporte plus l'ensemble des traitements, il est moins sollicité et peut être moins évolué, donc moins coûteux. On parle alors de client léger ou fine cliente. Avec cette architecture, les ressources présentes sur le réseau sont mieux exploitées puisque les traitements applicatifs peuvent, selon les besoins, être partagés ou regroupés. Par exemple, le serveur d'application peut s'exécuter sur la même machine que le SGBD. La répartition de charges est alors possible. On parle de load balancing. Ainsi,
La fiabilité et les performances de certains traitements se trouvent améliorées par leur centralisation. Il est relativement simple de faire face à une forte montée en charge en renforçant le service applicatif. La modification des schémas de la base de données ne nécessite aucune mise à jour de l'application client. La structure du système est plus souple. Dans une architecture 3 tiers, les données sont toujours gérées de façon centralisée. La présentation est toujours prise en charge par le poste client. La logique applicative est prise en charge par un serveur intermédiaire. Ainsi, dans les années 90, avec l'apparition de ce type de structure, est né le concept d'architecture répartie. Les premières tentatives de mise en œuvre d'architecture 3 tiers proposaient l'introduction d'un serveur d'application centralisé, exploité par les postes clients à l'aide de dialogues souvent propriétaires. Les architectures 3 tiers sont complexes et demandent des compétences très pointues, en particulier du fait de manque de standards. Malgré ses avantages techniques évidents, ce type d'application fut donc souvent jugé trop coûteux à mettre en place. Alors que les solutions pour la mise en place d'architecture 3 tiers existaient depuis longtemps, leur généralisation explosa avec l'arrivée d'un phénomène mondial qui a révolutionné l'informatique, le World Wide Web. La véritable révolution du W3 réside dans son caractère universel, fruit de l'utilisation de standards reconnus. HTML, pour la description de pages disponibles sur le web, HTTP, pour la communication entre navigateurs et serveurs web, TCP/IP, le protocole réseau largement utilisé, enfin CGI, l'interface qui permet de déclencher à distance des traitements sur les serveurs web. La notion d'intranet est née de l'intégration des principes d'Internet et des technologies déployées dans l'entreprise. On utilise alors le réseau local de l'entreprise, les données sont toujours gérées par un SGBD, les mécanismes utilisés pour interroger le SGBD sont toujours les mêmes. Le déploiement est immédiat. Les évolutions peuvent être transparentes pour l'utilisateur. Les caractéristiques du poste client sont libres et la sécurité est renforcée. Pourtant, là encore, il existe des limitations. Des limitations ergonomiques d'une part. Les pages HTML, même avec l'aide de langages de script, sont loin d'atteindre les possibilités offertes par des environnements avec fenêtrage, type X-Window, Windows ou macOS. Des limitations dues à la montée en charge d'autre part. En effet, le serveur W3 constitue la pierre angulaire de ce type d'architecture, et les problèmes de montée en charge du système se posent à son niveau. Les contraintes semblent inversées par rapport à celles rencontrées avec les architectures 2 tiers. Le client est soulagé, mais le serveur est fortement sollicité. Le phénomène fait penser à un retour de balancier. Le juste équilibrage de la charge entre client et serveur semble atteint avec la génération suivante, les architectures N-tiers. L'architecture N-tiers a été pensée pour pallier aux limitations des architectures 3 tiers et concevoir des applications puissantes et simples à maintenir. L'appellation N-tiers pourrait faire penser que cette architecture met en œuvre un nombre indéterminé de niveaux d'application, alors que ces derniers sont au maximum 3. Pour rappel, la couche IHM, la couche applicative, la couche d'accès aux données. En fait, l'architecture N-tiers qualifie la distribution de la couche applicative entre de multiples services et non la multiplication des couches. Les composants métiers de la couche applicative sont spécialisés et indépendants. Ils communiquent entre eux et peuvent donc coopérer en étant implantés sur des machines distinctes. Ce type d'architecture permet de distribuer librement la logique applicative, ce qui facilite la répartition de la charge entre tous les niveaux. Un besoin apparaît alors. Cela nécessite des solutions pour faire communiquer les composants logiciels entre eux. Les RPC, Remote Procedure Call, offrent une solution transparente aux développeurs pour faire communiquer les procédures d'une application distribuée entre elles. Mais les RPC ont leurs limites. Il est en effet très difficile, par exemple, d'assurer la communication avec un composant logiciel hétérogène, ou encore
d'assurer la communication entre deux systèmes d'information utilisant des technologies différentes. Pour répondre à ces contraintes, il a été défini des normes afin de créer un bus logiciel standardisé. La terminologie de bus logiciel vient de l'analogie avec le bus matériel. Ce bus s'appuie sur le paradigme de l'orienté objet qui offre une approche conceptuelle très claire des applications. Ainsi, le middleware Object Request Broker, ORB, bus logiciel servant d'intermédiaire entre les objets distribués, est apparu. ORB assure la communication entre les différents composants logiciels. Ce bus logiciel permet de manipuler un objet distant comme s'il était local. ORB est un nouveau type de middleware qui permet la construction d'architectures distribuées à grande échelle. S'appuyant sur le bus logiciel ORB, une norme a été mise en place par le consortium OMG, Object Management Group, pour l'intégration et l'interopérabilité entre des applications distribuées et hétérogènes à l'aide des technologies orientées objets. CORBA est apparue. L'architecture CORBA, pour Common Object Request Broker Architecture, est le fruit d'un long travail de consensus effectué par le consortium OMG. CORBA permet, au travers du protocole IIOP au-dessus de IP, l'utilisation d'objets structurés dans un environnement hétérogène. Cette communication, orchestrée par l'ORB, est totalement indépendante des contraintes système des différentes plateformes matérielles. Une application accède à un objet distant en utilisant le langage IDL, Interface Definition Language. Ainsi est née la dernière génération de concepts liés aux architectures client-serveur, le concept des architectures à objets distribués.